Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du congrès de la FNAIM. J'ai le plaisir de recevoir un habitué du plateau, Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors Bruno, vous êtes secrétaire général de la centrale de financement, courtier en crédit, et vous êtes président de la PIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. C'est cela même. Et bien alors on va parler crédit. Mais écoutez, je pense qu'on est dans le bon lieu. C'est quoi le problème aujourd'hui avec le crédit immobilier, Bruno Rouleau? Est-ce que c'est le taux d'usure qui plombe l'activité? Alors le taux d'usure est un sujet qui est conjoncturel. Alors je ne veux pas dire qu'il n'est pas le problème aujourd'hui, parce qu'effectivement on a un vrai sujet sur ce taux d'usure, tout simplement parce que c'est le taux au-delà duquel la banque ne peut pas prêter. Donc bien évidemment, lorsque les taux d'intérêt montent, la banque fait attention à ce que elle gagne de l'argent. Et si jamais les taux d'intérêt montent plus vite que le calcul du taux d'usure, qui est une moyenne des trimestres précédents, normalement en tout cas, il se trouve un moment où il y a un effet de ciseau et elle ne peut plus prêter parce que c'est plus intéressant pour elle. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le seul problème à ce que l'on vit, c'est-à-dire une vraie crispation sur la distribution du crédit qui va forcément se traduire aussi à un moment ou un autre, et ça commence à se voir sérieusement dans les chiffres sur les transactions immobilières? Oui, ça va être un vrai problème. Mais le sujet, c'est est-ce qu'on parle du sujet conjoncturel du taux d'usure dans sa construction arithmétique, ce que beaucoup de personnes font, dont le ministre Olivier Klein, mais là, dans le cas présent, c'est plutôt un sujet structurel. Donc on va aller sur des sujets plus structurels. Mais le vrai sujet, c'est quoi? C'est la hausse des taux en réalité. Le vrai sujet, il est multiple. Le vrai sujet, c'est la hausse des taux, bien évidemment, qui provoque ce calcul du taux d'usure. Mais pas que. C'est un vrai sujet aussi sur la hausse des prix de l'immobilier, puisque à côté de ça, vous ne pouvez pas non plus financer de la même façon. Il va falloir qu'il y ait plus d'apport personnel. Or, l'apport personnel a énormément cru pendant l'année 2022. On est passé à presque 30% en moyenne d'apport personnel, du jamais vu historique sur les montages de dossiers. Et il n'y a pas que ça. Il y a encore le fait que les prêts d'immobilier n'ont pas absorbé, parce que le marché de l'immobilier, on sait très bien, va devoir corriger pour des questions de solvabilité des ménages. Il n'a pas encore entériné cette baisse potentielle du marché. Et puis le dernier élément, c'est les normes HCSF qui ont été décidées en 2019 et durcies en 2020, qui aujourd'hui posent un sujet sur la capacité d'acceptation des banques sur la partie de l'endettement des ménages. Et voilà. C'est le fameux rétrécissement de l'allongement. Alors, il y a le rétrécissement de la durée, puisqu'on ne peut plus dépasser 25 ans. Et je rectifie ici tout de suite en tant que puriste que c'est pas 27 pour le neuf, c'est 25 plus 2 années de préfinancement. Donc, c'est 25 années d'amortissement. Donc, c'est bien 25 ans. Et deuxièmement, c'est la méthode d'endettement et surtout les conditions de la circulaire complémentaire du Haut Conseil à la stabilité financière, qui précise que le calcul de l'investissement locatif et des revenus locatifs ne peut plus se faire par différentiel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà investisseur ou quelqu'un qui veut devenir investisseur, il est bloqué par ce fameux calcul qui va impacter son taux d'endettement. Juste un exemple très court et très simple pour comprendre. Vous aviez une opération avant, vous aviez 100 d'emprunts, vous aviez 100 de revenus locatifs, parce qu'en général, les gens essayent de faire en sorte que ça colle. Et vous aviez 0, et du coup, vous n'aviez pas d'impact sur l'endettement. Aujourd'hui, en obligeant la charge intégralement sur la dépense, et puis le revenu locatif intégralement sur le revenu, vous avez 100 d'un côté et 100 de l'autre, ce qui veut dire que vous avez un ratio de 100%. Vous passez d'un 0% d'endettement à un 100% d'endettement. Et forcément, ça coince. Donc c'est ça qui est à l'origine du ralentissement. Le taux d'usure, la hausse des taux, ça vient en plus. C'est ça vient parachever les éléments et ça vient le contextualiser. Alors ça va se calmer à un moment ou un autre, l'inflation va se calmer, la hausse des taux va se calmer. On pense que, parce que j'imagine la question derrière, c'est de dire combien de temps, mais on pense que 3 mois à 6 mois, on va commencer à avoir un peu d'horizon par rapport à ça. Mais en tout état de cause, le sujet, c'est effectivement ces normes HCSF, et c'est la politique de logement par rapport à la mise à disposition d'un nombre de logements suffisant, parce que si vous calmez la pression sur l'offre, vous aurez une pression sur les prix qui va aussi diminuer. Et donc, vous aurez une capacité de solvabilisation des ménages. Mais alors, est-ce que ces mesures, à contrario, elles n'ont pas permis d'éviter une bulle ? C'était un peu ça l'état d'esprit
Bien évidemment, c'est la défense en général des pouvoirs publics et puis de la Banque Centrale Européenne, c'est de dire que finalement la France et puis certains autres pays ont moins souffert que d'autres pays dans le monde, voire même dans la zone euro. Maintenant, c'était un jeu dangereux. C'est-à-dire que quand on était sur cette situation-là, on savait qu'à un moment, il fallait faire un rattrapage. Et quand vous venez de 0 ou 1% et que vous montez à 3%, ça fait plus 2 ou plus 3. Quand vous venez de moins 0,50, vous rajoutez du coup 1,5 de plus à compenser. Donc les hausses de taux qui sont positionnées font que les barèmes bancaires, eux, suivent cette hausse, mais le calcul de ce qui était engagé avant est beaucoup plus... Le gap, comme on dit en anglais, le différentiel, est beaucoup plus élevé. Ce sale temps pour les emprunteurs, il va durer jusqu'à quand? 3 mois, 6 mois, vous disiez? Oui, j'ai pas de boule de cristal, et puis on n'est pas à l'abri non plus d'événements exogènes, mais en tout état de cause, la tendance et la courbe va s'aplatir, parce que le différentiel d'inflation déjà va se référer à une période qui aura déjà connu une inflation, et non pas, on était sur une inflation quasiment... Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, la Banque Centrale Européenne et le gouverneur de la Banque de France priaient et prônaient le retour de l'inflation. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment dans l'état d'esprit inverse. Mais en tout état de cause, c'est vraiment ça. Et la deuxième chose, c'est que il va bien y avoir un moment ou un autre, il va falloir redébloquer le système de l'accès au logement, parce que en bloquant l'accession, vous bloquez aussi l'accession à la location indirectement, puisque les investisseurs ne sont plus dans le marché. Vous bloquez le neuf, donc vous ne créez pas de nouveaux logements. On peut parler de l'artificialisation ou du recyclage des logements, mais ça sera un sujet encore autre et assez long. Mais en tout état de cause, oui, il va falloir qu'il y ait une vraie politique dynamique et pas simplement sur la rénovation énergétique. Il va y avoir une politique d'accès et de droit à l'habitation et au logement, généralement, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Eh bien, on en reparlera très vite. On parlera aussi peut-être de l'arrivée ou pas de plus de prêts à taux variable. C'est aussi un sujet qui commence à faire parler de lui. En attendant, merci d'avoir été avec nous, Bruno Rouleau, secrétaire général de la Centrale de financement et président de la PIC. Merci Ariane. Mon podcast IMO.